Et d'abord, merci pour l'organisation de cette matinée. Merci à vous tous qui avez pris la parole, parce que je pense que vous avez fait un bilan de ce qui s'est développé ces dernières années, et je trouve que c'est toujours important, et je pense que le professeur Majrot l'a bien fait, de montrer d'où on vient et tout le chemin aussi parcouru ces dernières années, parce que l'autisme n'était pas connu, était peu connu, mal appréhendé, et on laissait beaucoup de familles dans l'inconnu et dans les difficultés. Et par la reconnaissance de l'autisme comme handicap, il y a eu un pas qui a été franchi, et par tout le travail du SUSA et des institutions qui ont été créées, je pense que le chemin est déjà mieux balisé. Mais je voudrais aussi vous remercier de ne pas se contenter d'un bilan, mais de continuer à secouer le cocotier, comme on dit, et de revenir en disant ce qui doit encore être fait, ce qui ne va pas et ce qui est inadmissible. Alors, on sait combien la vie des parents d'enfants handicapés est difficile, et garder cette colère intacte et de pouvoir revenir devant nous, ça demande du courage de votre part, et je voulais le souligner et vous remercier. J'ai 2-3 questions, mais je voudrais commencer par un constat. On a beaucoup avancé avec la Convention sur le droit des personnes handicapées qui prône l'inclusion. Ce mot est essentiel. Le professeur Majrot a été vraiment le grand défenseur de l'inclusion au niveau de l'enseignement. Et les témoignages les plus troublants aujourd'hui, les plus forts, c'est ceux qui ont parlé d'exclusion. D'exclusion de l'école, d'exclusion d'institutions, d'exclusion de la normalité et donc de la vie en général, parce que c'est ça le handicap, c'est le quotidien qui ne correspond pas à cette difficulté, à cette différence que portent les enfants, dont sont porteurs les adultes, les enfants devenus adultes. Et je trouve que il manque encore certainement des procédures quand il y a les exclusions scolaires, les exclusions des institutions. C'est pas normal que lorsque l'on est parent, lorsqu'on est enfant, on doive tester 12, 13, 20 écoles pour trouver celle qui ira, et on l'a vu dans les témoignages, du jour au lendemain, alors que l'enfant était peut-être non seulement dans l'école, mais dans l'internat qui y est lié, que du jour au lendemain, on peut se retrouver comme ça avec l'exclusion. En même temps, on se rend bien compte que les professionnels, et je pense que le témoignage de la directrice et de M. Lenz le montre, les professionnels ne sont pas en capacité parfois de trouver d'autres solutions que l'exclusion, sauf à être soi-même mis en danger. Donc, il y a certainement encore un travail à faire au niveau de ces différentes exclusions. Mais au niveau des PIA, moi, ça me fait rire, en ayant aussi vécu différentes expériences scolaires, ça dépend des directions d'école, de la façon dont des équipes procèdent. Je trouve que ce serait très intéressant de faire à la Fédération Wallonie-Bruxelles vraiment un bilan des PIA, parce que d'une école à l'autre, c'est tellement différent, tellement vu différemment, mais c'est un outil qui est vraiment très utile pour connecter le quotidien de la famille avec ce que l'on fait à l'école, et d'avoir aussi des objectifs communs. Je pense que c'est essentiel, on l'a entendu dans les témoignages. J'ai 2 ou 3 questions. Les attentes, le délai d'attente dans les centres de référence. Cynthia a dit qu'il faudrait doubler les centres de référence. Y a-t-il une analyse plus précise de quel est ce délai et qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faut doubler? Est-ce qu'il y a déjà eu une analyse là-dessus? Est-ce que vous avez des chiffres? La deuxième demande, c'est aussi Christelle Linforge qui en a parlé, c'est le manque de pédopsychiatres.
C'est un dossier qui est certainement lié au numerus clausus. C'est un long combat. Personnellement, je suis pour la suppression du numerus clausus et que les universités gèrent en fonction de leur potentiel de bien former les médecins, ce chiffre. Mais a-t-on chiffré les besoins de pédopsychiatres et de pédiatres aussi par rapport aux besoins des institutions liées au handicap et spécialement évidemment à l'autisme. Et puis ma troisième question, c'est évidemment les normes d'encadrement, point soulevé par M. Ullens. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport et une avancée possible par rapport à l'augmentation de ces normes d'encadrement pour les personnes handicapées lourdement dépendantes? Voilà. Merci Caroline Persons du groupe Défi. Jamali Kasban, groupe socialiste. Jamal. Merci Julie. Tout d'abord, on aurait pu s'arrêter sur des propos que nous avons entendus dans une des vidéos et des propos qui ont été tenus par madame, la maman de Jack, et qui veulent tout dire en fait, et qui déjà nous empêchent d'aller plus loin et qui nous permettent de comprendre à quel point ces personnes ont besoin de notre aide. Donc la personne a dit, nous sommes obligés de nous oublier pour penser à lui. Nous sommes obligés nous-mêmes, parents, maman, papa, souvent maman, de nous oublier pour penser. Et puis, vous avez rajouté, Madame a rajouté également, et ça c'est terrible, que va devenir mon enfant après ma mort? Que va devenir mon enfant après ma mort? Donc, j'avais griffonné un certain nombre de choses que je voulais dire, et après avoir entendu ces témoignages-là, j'ai envie de dire, mais on n'a presque plus rien à dire, on n'a qu'à nous incliner et à suivre finalement... Comment? Et à agir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous l'avez lu, hein, parce que je l'ai écrit là, vous êtes moi. Et donc, à nous incliner et à vous écouter, parce que vous menez un combat depuis très longtemps, et je tiens vraiment à vous en féliciter, vous en remercier. Vous faites un travail de sensibilisation. Ma collègue a utilisé le terme de secouer le cocotier, c'est vraiment ça, et encore c'est très gentil. Mais je pense que d'année en année, on voit quand même des choses évoluer, même si on a encore beaucoup de choses à faire et à réaliser. Mais moi, je voudrais surtout vous remercier parce que vous sensibilisez, vous venez avec des propositions, mais vous permettez aussi à des parents de sortir de l'isolement et de sortir du tabou. Moi, je viens d'une commune où j'ai connu beaucoup de parents, beaucoup de familles, souvent monoparentales, où ce sujet a été très tabou pendant très longtemps. Et il a fallu souvent des gens comme vous, des parents en fait, qui sont venus avec leur expérience, avec leur courage, pour permettre à d'autres parents de parler et d'exprimer, de dire tout simplement qu'ils avaient chez eux un enfant qui présentait un handicap, que ce soit un trisomique, que ce soit un autiste. Et accepter ce fait et cette réalité-là. Je pense que c'est un travail qui est très difficile, qui est très compliqué et qui demande énormément de courage. Et je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter par rapport à ça. Évidemment, il ne tient qu'à nous d'agir. Et je pense qu'ici, nous le faisons chaque fois que nous le pouvons. Et les députés qui sont présents en nombre d'ailleurs. Je pense que c'est un des jeudis d'hémicycle où il y a le plus de députés. Et je pense que c'est parce qu'il y a vraiment une réelle préoccupation. Comment? Oui, hein, confirmé. Une réelle préoccupation par rapport à ce thème. Mais il y a peu, par exemple, on a adopté ici une résolution pour soutenir le statut des aidants proches. Même si, évidemment, il faut essayer d'aller plus loin et garantir les droits sociaux des aidants proches qui se consacrent, en tout cas, à cette tâche. Moi, je voudrais, pour pas être très très long, parce que je pense vraiment qu'on doit... Et d'ailleurs, on va poursuivre ce travail après la matinée d'aujourd'hui, puisqu'on va... Julie de Groot, que je remercie pour son dynamisme et pour l'organisation de ces jeudis, a souligné qu'on était dans le dernier jeudi de l'hémicycle et en fin de législature. Et moi, je trouve que c'est un moment extrêmement intéressant, finalement, parce que non seulement on vient avec
un moment bilan qui est intéressant, parce que c'est toujours intéressant de faire un bilan pour voir un petit peu où est-ce qu'on a avancé, où est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est un moment intéressant parce que finalement, nous sommes des députés, mais nous sommes des membres de partis politiques et nous sommes à quelques encablures des élections régionales, fédérales, communautaires, et nous sommes tous en train d'élaborer, réaliser nos programmes. Et donc c'est pour ça que je dis que même si on est là en fin de législature, c'est extrêmement intéressant parce que nous élaborons tous nos programmes pour les élections qui vont arriver. Et pourquoi je précise qu'elles sont régionales, fédérales et communautaires? Parce que finalement, je pense qu'on est au carrefour d'énormément de compétences. Les solutions que vous demandez, les idées que vous proposez, finalement, elles dépendent de beaucoup de compétences. Et au lieu de se renvoyer la balle ici et là, je pense qu'ici, on a tous une responsabilité. Et si on veut vraiment agir, il faut joindre... C'est gentil d'avoir traduit le proverbe arabe, pour que tout le monde le comprenne bien. Il suffit simplement aujourd'hui de prendre ses responsabilités et que chacun porte en tout cas les préoccupations qui sont les vôtres et basées sur des expériences évidemment pour venir aux élections avec des programmes. Et puis évidemment, après des élections, un programme c'est censé être mis en application. Vous avez parlé j'ai bien entendu, la nécessité de renforcer les programmes de repérage précoce. Vous avez même parlé, vous, de dépistage systématique. Et puis vous avez parlé du Canada qui pense à le faire. J'ai une question, moi je pensais qu'au Canada c'était déjà le cas. Donc ça, parce qu'on parle beaucoup du Canada. On a beaucoup parlé du Canada, qui est un exemple d'ailleurs dans bien des domaines. Et moi je pensais que c'était déjà le cas. Donc vous répondez déjà à ma question. Je pense que vous avez rappelé, et à juste titre, l'intérêt d'utiliser les bonnes pratiques. Finalement, elles sont là, elles existent. Donc là, vous avez bien fait de le souligner. Et pour ne pas être plus long, moi, j'ai simplement envie de vous dire que nous sommes, et en tout cas, moi, je m'y engage en tant que chef de groupe PS ici à la COCOF, d'être vos relais ici dans ce Parlement, vos relais dans nos formations politiques et vos relais dans tout ce que vous revendiquez. Et puisque j'ai commencé avec ça, quand j'ai entendu cette maman dire de manière terrible, avec un message vraiment extrêmement poignant, nous sommes obligés quelque part de nous oublier pour penser à lui. Je pense qu'il ne tient qu'à nous à ne pas vous oublier. Merci. Merci. Merci Jamali Kasban, groupe PS. Je vais peut-être passer d'abord tous les groupes. Oui, Magali Plevy, groupe écolo, peut-être André Dubus, Jacqueline. Oui, en effet, je vais rejoindre mes collègues qui vous a remercié parce que c'était vraiment, évidemment, intéressant, comme la plupart des jeudis de l'hémicycle, plutôt même tous les jeudis d'hémicycle. Alors, ce qui était intéressant ici, c'est que vous avez travaillé à partir de la trajectoire de vie. Et je pense que ça a permis vraiment de pointer à chaque moment de la vie les éléments fondamentaux. Et pour nous, c'est évidemment important, en fait, de pouvoir vraiment serrer, OK, au début de la vie, c'est le diagnostic qui est vraiment important. Puis il y a l'école, puis il y a l'âge adulte. Je pense que vraiment, pour nous, ça ancre vraiment bien, en fait, les différents éléments et les moments de la vie. Alors, c'est important parce que, aussi, nous, on parle souvent, évidemment, de la politique du handicap, et de pouvoir avoir ces témoignages, de pouvoir avoir ces constats qui sont durs, ça permet évidemment de toujours bien s'ancrer dans la réalité, dans la vie que vous menez en tant que parent. Et c'est vrai que c'est terrible quand on voit vos témoignages, et je crois que nous, on doit toujours les garder en mémoire quand on travaille sur ces matières-là. Ça montre aussi à quel point il est nécessaire de poursuivre dans la reconnaissance et l'accompagnement des aidants proches. Et en ça, à nouveau, il y a eu le statut qui a été reconnu il y a quelques années. Et puis là, on voit que ça stagne et qu'il y a vraiment un travail qui doit être poursuivi à différents niveaux de pouvoir. Alors, vous parliez de l'inclusion et de vivre dignement. Alors, je voulais me permettre quand même de rappeler ce qui était mis dans le décret sur l'inclusion, puisque l'inclusion est définie comme la participation de la personne handicapée dans toutes les dimensions de la vie sociale et quotidienne, avec la même liberté de choix que les autres personnes, en prenant des mesures efficaces et appropriées pour garantir la pleine jouissance de ce droit et sa pleine insertion et participation à la société. La dignité des personnes
Et l'inclusion, avec cette définition, c'est notre feuille rouge et on ne doit jamais l'oublier. Et je pense que c'est important de partir de là, en fait, et de toujours garder ça en mémoire. Alors, vous avez parlé du diagnostic et de l'école. On voit qu'il y a, que c'est fondamental pour réduire la sévérité du handicap, de l'autisme, et qu'il y a beaucoup de carences. On a parlé aussi du pacte, et en effet, le pacte d'excellence parle de l'école inclusive, mais les moyens ne suivent pas, en fait. C'est un problème. Alors, j'avais une question justement à poser à Mme Suza et à M. Mejrod. Ce n'est pas Mme Suza, c'est le service Suza. Mais à vous deux, donc je voulais savoir, vous avez présenté... Alors, vous aviez présenté, mais il y avait des outils, il y avait un cadre, l'expertise, mais on voit que tout est là, et pourtant, dans les faits, la concrétisation est limitée et elle peine vraiment à se développer. Et je voulais savoir pour quelles raisons. Pourquoi aussi les écoles spécialisées ont de telles difficultés à se réformer? Est-ce que le seul élément, c'est le problème du budget? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ça, j'aimerais pouvoir vous entendre sur ces difficultés, puisque vous nous avez présenté quand même des éléments qui sont très intéressants et qui montrent à quel point, en tout cas, il faut qu'on poursuive, qu'on le développe. Voilà, plus que jamais, c'est vraiment un élément. Moi, j'ai vraiment pris conscience à quel point ce diagnostic est vraiment fondamental. Et là, on doit vraiment poursuivre dans les prochains mois, les prochaines années. Sur l'âge adulte, mais voilà, il manque un arrêté. On a clairement le décret en 2014. Il y a clairement aujourd'hui un manque de l'arrêté, alors que cet arrêté est fondamental puisqu'il préfigure la norme grande dépendance et va permettre une diversité de l'offre. Donc c'est important. Et on sait que ça va être important pour l'établissement et la mise en place de cet arrêté d'exécution qu'il y ait une réflexion. Comme vous l'avez dit, et je ne vais pas vous appeler Monsieur Lepilotti, mais l'instructeur Lepilotti, c'est important de pouvoir avoir cette réflexion sur le type de structure qu'on veut. Et vous l'avez dit, l'ouverture sur les quartiers, des petites structures, c'est vraiment fondamental, mais c'est aussi sur la question de la lourdeur administrative. Je sais à quel point les services sont inondés par les lourdeurs administratives, donc c'est important aussi qu'on y travaille. Et alors, vous disiez sur le personnel, je pense qu'en effet, que ce soit pour les écoles, que ce soit dans les centres, plus que jamais, vous avez montré à quel point il faut avancer sur la formation, sur la supervision, mais sur l'encadrement suffisant. Et donc, en effet, c'est inimaginable. On ne peut pas prendre de tels dangers, ni pour le personnel, ni évidemment pour les personnes les usagers, en tout cas les personnes qui y sont. Donc, je crois que là, il y a un gros problème. Il y a un problème aussi par rapport au budget. Et je pense que les enveloppes telles qu'elles sont prévues aujourd'hui créent de la concurrence au sein du secteur. Et ça rend plus difficile l'évolution qui est demandée, dont vous parliez, l'évolution que le secteur doit pouvoir faire avec évidemment le soutien des pouvoirs publics. Alors j'en terminerai sur le fait que tous les gens qui sont ici sont clairement convaincus en fait qu'il faut avancer. Que ce soit dans les secteurs, que ce soit les députés qui sont ici. Et en effet, ce sont toujours ces députés-là qui sont sur les questions, dans le budget ou dans les interpellations. Mais l'enjeu, il est pour ceux qui ne sont pas ici. Et je pense qu'on a tous une responsabilité pour pouvoir aller les chercher dans les différents partis, dans les différents secteurs, pour aller les chercher, pour justement les convaincre de nous aider à faire avancer les choses. Je pense que le constat, il est très clair, on voit très bien où sont les carences, on voit les problèmes, alors on doit les travailler ensemble, mais il faut vraiment qu'on puisse avoir une majorité plus large pour faire avancer les choses. Je pense que c'est vraiment fondamental qu'on puisse avancer dans les prochains mois avec plus de budget et sur ces normes qui nous manquent. Merci Magali Plovy pour le groupe écolo. Oui, Jacqueline Rousseau, groupe MR. Merci Madame la Présidente. Et merci aussi d'avoir organisé ce jeudi de l'hémicycle. Oui,
avec le GAIN et Info-Autisme et le SUSA. Et merci à tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui. La première chose que je voudrais dire comme parlementaire, que j'ai honte. J'ai honte pour le monde politique, non pas d'organiser ce genre de journée, mais de ne pas répondre résolument, avec plus de volonté, d'efficacité, aux demandes des parents. J'ai honte de voir que les parents doivent, eux, veiller à faire construire des lieux d'hébergement en espérant que leur enfant pourra en profiter une fois qu'ils seront adultes ou que les parents ne seront plus là. Et j'ai honte parce que moi, depuis 15 ans, je suis dans cette maison, j'interpelle sur le sujet, je n'ai rien obtenu, mais j'ai honte pour tous les niveaux de pouvoir parce que ce genre de matière est tellement éclaté. C'est une des grandes difficultés de notre pays. Déjà, ici, dans ces lieux, il y a plusieurs institutions. Il y a le Parlement régional bruxellois, il y a la COCOM, le bicommunautaire, il y a la COCOF où nous sommes aujourd'hui, il y a aussi la VGC, nos amis néerlandophones. Déjà, ça fait une belle répartition de responsabilités, de compétences et de budget. Il y a aussi la communauté française, la communauté flamande et le fédéral pour certains aspects. Donc, voilà. Ce n'est pas très efficace de dire ça, mais je pense que le monde politique doit, dans son ensemble et chaque parti prenant sa part de responsabilité, s'unir pour trouver des solutions et prendre des décisions concrètes tant au niveau des normes qu'au niveau des budgets à consacrer à l'aide des plus malheureux d'entre nous, c'est-à-dire les grands handicapés, les Alzheimer, les autistes et les parents, les aidants proches qui entourent tous ces gens, les malades en général, mais en tout cas surtout ceux-là qui sont très curieusement plus oubliés que d'autres. Alors, la journée d'aujourd'hui est évidemment importante. Il y a beaucoup de choses que certains d'entre nous ont déjà entendues. Nous entendons souvent le GAMP les uns les autres dans leurs revendications. Et ce qui apparaît, c'est qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup insisté là-dessus, c'est évidemment le repérage de l'autisme. Et donc, nous comprenons qu'on n'est pas très avancé en cette matière dans la formation des médecins, la formation de ceux qui sont en option pédiatrie, les infirmières, les psychologues, les assistants sociaux, les éducateurs, éducatrices, les enseignants, les logopèdes. En fait, ça fait du monde qui devrait avoir une formation pour participer à ce détectage, à détecter les symptômes de l'autisme dès le plus jeune âge. On a beaucoup parlé de l'inclusion dans les écoles, je ne vais pas y revenir, mais j'ai quand même entendu ce parcours du combattant, des parents qui cherchent à inclure effectivement leurs enfants dans des écoles et la situation de ce côté-là empire. Même les parents qui ont des enfants sans difficulté particulières ont du mal parfois à trouver de la place dans les écoles, ce qui est quand même sidérant au XXIe siècle dans un pays développé. Je mesure bien, et encore mieux après les avoir entendus ce matin, les parents, la difficulté des parents qui ont des enfants
qui ont le spectre de l'autisme pour trouver une place dans les écoles. Les centres de répit, on en a entendu parler, il en manque bien entendu, comme de beaucoup de choses. J'aurais voulu demander quel était le point principal, mais je me rends compte que c'est très compliqué, le plus urgent à régler et qui relèverait de nos compétences ici. Madame Agoni, qui a conclu cette journée, est passée sur ces conclusions qui comptaient toute une série de revendications. Elles étaient affichées, c'est dommage, mais je crois que ça n'est pas perdu puisqu'il y a les slides. Je pense aussi qu'il est très important de continuer à parler. Je peux comprendre que les parents doivent avoir à certains moments une certaine dose d'agacement de devoir toujours répéter les mêmes choses pour pouvoir être entendus. Mais je crois que, vous savez, pendant de nombreuses années, personne n'osait dire « Ah, mon parent, un tel est atteint de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui ». Les gens le disent et je crois que ça libère les choses. Je pense que l'autisme, c'est quelque chose de similaire dans le comportement et je crois qu'il est très important que les citoyens comprennent qu'une personne sur 100, si je comprends bien, les statistiques d'aujourd'hui, c'est aussi important, les statistiques, est détectée comme atteinte du spectre de l'autisme, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui ne le sont pas. Et donc, je crois que tout ça contribue largement et je pense que la presse devrait aussi largement relayer les problèmes de cette nature. Les livres sont importants. Je suis convaincue que tous les parents ici ont lu Robinson de Laurent Demoulin, qui a consacré un livre à son petit garçon autiste, qui est très touchant, qui lui a valu d'ailleurs le prix Rossel. J'en ai découvert un autre il y a quelques jours, Un bonheur que je ne souhaite à personne, du comédien Le Bihan, qui consacre un livre à sa fille autiste. Et tout ça contribue aussi à faire comprendre aux gens de quoi il s'agit. L'Assemblée nationale française a voté le 26 octobre 2018 à l'unanimité l'adoption d'un dispositif favorisant le repérage précoce entre 18 et 36 mois. Je voulais demander si vous pensez que 18 mois est un bon, parce qu'on a parlé de plusieurs âges, est un bon départ pour le repérage précoce, ou s'il est possible, je n'en sais rien, de repérer plus tôt encore ce spectre de l'autisme, et on sait qu'il est variable. Et on devrait avoir une indication à ce sujet pour pouvoir proposer des textes similaires allant dans le même sens et qui accentuent ce dispositif. Enfin, je voudrais demander à notre présidente, Madame de Groot, de publier un compte-rendu écrit, complet, de ce qui a été dit ce matin, avec les slides de chacun, de façon à ce que nous puissions retrouver complètement toutes les informations qui ont été divulguées aujourd'hui. Et dans la mesure du possible, mettre le doigt sur ce qui relève de nos compétences, d'avertir nos collègues d'autres parlements et essayer d'obtenir encore quelque chose d'efficace et de concret avant la fin de cette législature. Je vous remercie. Merci. Jacqueline Rousseau pour le groupe MR. André Dubus, puis Joël. Merci Julie. Je serai très bref parce que j'ai pris des notes et j'ai ma feuille de route pour voilà, quelques interpellations et quelques actions encore politiques. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que je crois que mes collègues ont dit beaucoup de choses. Mais je vais seulement terminer en disant d'abord merci à Cynthia, parce que Cynthia, ça n'a pas été dit, mais grâce à ton action, c'est avec cette année-ci, quelques 400 places qui auront été créées à Bruxelles depuis 2014, depuis le début de cette mobilisation.
qui avait commencé, souviens-toi, fin 2014, dans un bureau ici au Parlement, où la question était de poser de savoir comment mobiliser les médias, comment mobiliser les parlementaires. Et tu as eu cette idée de faire des sittings et qui continue tous à nous secouer de façon raisonnée et intelligente et pour aboutir à ce résultat-là. Merci aussi à François-Xavier Hullens pour ce projet magnifique et aussi bien pour ce combat que je connais bien avec les accidents du travail, puisque je suis impliqué dans FEDRIS et donc je suis de très près ce dossier avec le membre du comité de suivi des entreprises avec risque aggravé, et j'espère bien aboutir à un résultat qui soit satisfaisant de ce côté-là. Et je voulais terminer en te remerciant, Julie, parce que si nous avons pu avoir des contacts remarquables pendant ces nombreuses années dans ces jeudis de l'hémicycle, c'est grâce à ta volonté. Bien sûr, tous les partis sont impliqués, mais c'est grâce à ta volonté qui a pu rassembler autant d'associations ici au Parlement. Je trouve que c'est remarquable. Merci beaucoup. Merci André. C'est partagé, c'est quelque chose qui est toujours collectif et itératif et collectif. Merci. Joëlle Maison. Merci Julie. Merci d'abord Julie d'avoir organisé. J'insiste sur le collectif parce que je pense que c'est ça qui est important. Voilà, si c'est de la démocratie, c'est collectif. Donc remercions-nous tous d'avoir organisé cette très intéressante séance. Je voudrais en particulier évidemment remercier tous les professionnels, tous les intervenants, tous les parents, pour lesquels je voudrais exprimer mon admiration, mon empathie et aussi mon humilité. Face au terrain et face à ces témoignages, eh bien, je pense qu'en tant que parlementaire, même si on ne doit pas battre notre coulpe, puisque chacun, nous sommes en tant qu'individus responsables des actions que nous avons pu mener durant ces 4-5 dernières années, eh bien, je pense qu'on doit faire preuve, en tout cas moi je fais preuve d'une très grande humilité par rapport à tout ce que j'ai entendu, aux témoignages exprimés à la tribune, mais aussi aux vidéos qu'on a eu l'occasion de visionner. Alors, j'exerce principalement mon activité au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, principalement à la commission éducation. Je suis intervenue à 2 reprises aussi sur la question du dépistage de l'autisme en Fédération Wallonie-Bruxelles, dépistage précoce de l'autisme. Et donc je concentrerai ces quelques mots principalement sur le terrain que je connais, qui est celui de l'enseignement. Même si je connais Monsieur Hullens, j'ai eu l'occasion de visiter ces structures. Je crois que c'est très intéressant d'ailleurs visiter ces structures, parce que c'est un choc, un peu le même choc que celui qu'on ressent quand on vous écoute et qu'on écoute les témoignages d'aujourd'hui. C'est un véritable choc qui permet de conscientiser. Parce que c'est vrai que quand on a, et là je fais une petite parenthèse, on a travaillé en groupe de travail à la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les besoins spécifiques et sur les aménagements, sur le décret aménagement raisonnable qui est d'application à partir de janvier, de la rentrée de septembre 2018, qui est une goutte d'eau, hein, une goutte d'eau et un message, pas plus que cela, mais une goutte d'eau sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui est quand même importante, je crois, comme point de départ. Eh bien, on s'est rendu compte que toutes les personnes qui étaient autour de la table, qui parlaient des enfants, on va dire, différents, eh bien, c'est toutes des personnes qui avaient connu elles-mêmes des parcours, soit personnellement, soit avec un proche ou un enfant, un parcours différent. Donc, évidemment, rien de tel qu'une visite ou que des manifestations telles que celle-ci pour conscientiser les parlementaires qui ne le seraient pas, parce que c'est d'abord en tant qu'individu qu'on est conscientisé. Alors, pour ce qui concerne l'enseignement, et là je m'adresse plus par rapport à M. Majerotte, par rapport à ce qui a été dit, il y a effectivement 5 grandes structures quand on parle d'intégration, d'inclusion ou d'enfants porteurs de handicap dans l'enseignement. C'est l'intégration. Alors le système de l'intégration, on pourrait en parler beaucoup, il a été nécessaire, utile, il est appliqué et décliné suivant des systèmes différents. Pour moi, il souffre de problèmes très techniques, très concrets,
de capitaux période, de volonté d'école, de rattachement à un établissement plutôt qu'à un autre, des problèmes très très concrets en fait. La question de l'inclusion, alors la question de l'inclusion, elle se pratique de manière artisanale, elle est déclinée de façon très très différente d'école en école. En tant qu'ancienne responsable de PO, eh bien, j'ai prôné l'inclusion, j'ai favorisé l'inclusion, j'ai parfois poussé au-delà du raisonnable des directions d'école à accepter l'inclusion. Parfois, il y a eu des burn-out d'instits, de classes dans lesquelles ces enfants avaient été inclus. Et donc, c'est une question, évidemment, sur laquelle on doit avancer, d'autant plus qu'au-delà de la question philosophique, on est tous ici, je crois, et si on est ici dans cet hémicycle, c'est qu'on le sait, on prône l'inclusion. Eh bien, au-delà de cette question philosophique, il y a aussi des questions très pragmatiques, il y a des questions de coût. Alors, moi, personnellement, en tant que parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je me demande pourquoi on n'a pas plus avancé sur ces questions d'inclusion, simplement pour des questions de coût. Je vais vous paraître assez prosaïque, mais un enfant scolarisé dans l'enseignement primaire, à la collectivité, il coûte entre 3 et 4 000 euros par an. Un enfant qui est scolarisé dans l'enseignement spécialisé, il coûte à la collectivité entre 14 et 15 000 euros par an. Pourquoi, pour certains enfants, je ne dis pas tous, on ne peut pas opérer un transfert en prônant et en détachant ce différentiel et en proposant des assistantes de vie scolaire, des instituts qui viendraient renforcer dans l'enseignement ordinaire la vie de l'enfant dans une école, la vie d'un enfant différent dans une école d'enseignement ordinaire. Alors, il y a aussi un quatrième dispositif qui sont les classes inclusives. Alors là, c'est différent. Ce sont les enfants qui sont réputés ne pas pouvoir bénéficier d'inclusion dans l'enseignement ordinaire. Ce sont des enfants qui sont regroupés dans une classe, mais une petite île comme ça dans une école ordinaire. Je trouve ça très, très intéressant aussi comme dispositif. Je trouve que ces dispositifs devraient être mieux connus et plus souvent appliqués, parce que là aussi, même si ce sont des enfants qui sont handicapés lourdement, eh bien ces enfants-là, ils bénéficient de moments d'échange avec les enfants dits ordinaires, que ce soit pendant les récréations ou les moments de repas. Donc ça, c'est très important. Le décret aménagement raisonnable, j'en ai parlé, il a pour mérite d'unifier les procédures et de permettre des recours aux parents qui seraient face à des parents très réticents, face à des institutions très réticentes, scolaires très réticentes, face à l'inclusion d'un enfant ou à l'aménagement des aménagements raisonnables pour favoriser évidemment sa scolarité. Avant cela, et avant de progresser sur ces questions très importantes dont on a parlé aujourd'hui, je pense, et M. Majerotte l'a esquissé dans son intervention, même l'a dit clairement, qu'il faut une révolution dans l'école. Il faut réinventer l'école. Notre école, elle est basée sur un modèle qui date de la révolution industrielle. Notre école est appréhendée toujours aujourd'hui. Alors évidemment, il y a de bons exemples, de bonnes pratiques. Je ne dénonce pas ici les instituts, je ne dénonce pas les profs, je ne dénonce pas toutes les écoles. Je dis simplement, je dénonce un esprit. On appréhende encore aujourd'hui l'école comme source de savoir, comme lieu de diffusion. L'école est appréhendée comme un lieu de conformité sociale et idéologique, tout simplement parce que c'est un modèle qui date de la révolution industrielle. On entend des tas de choses. On entend que toutes les réformes qui sont esquissées eh bien, vont pratiquer un nivellement par le bas. Et très curieusement, ces choses-là qui sont dites, elles sont dites par des personnes qui sont issues et qui évoluent dans un milieu socio-culturel très très favorisé. Je ne crois pas qu'apprendre à vivre, expérimenter, se tromper, favoriser l'empathie, d'ailleurs, M. Wetzmann et Mme Plovy et moi-même avons discuté de l'empathie dans cet hémicycle la semaine dernière. Je ne crois pas que quitter le monde des formules sèches et entrer dans celui des narrations, des expériences, est un nivellement par le bas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'école se centre sur la créativité, sur l'individualisation, la différenciation, parce qu'il n'y a pas que les enfants porteurs de handicap, aussi légers soient-ils, il y a aussi les enfants simplement qui ne sont pas adaptés à un système scolaire et qui n'ont pas de handicap. Et de cela, on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui.
Mais cela souffre aujourd'hui. Et on le voit en particulier dans l'école secondaire, et on le voit en particulier se révéler, quelqu'un l'a dit, entre 16 et 18 ans, chez les adolescents, des troubles et une inadéquation qui fait en sorte que de plus en plus d'enfants, même de milieux favorisés, décrochent de l'institution scolaire. Alors aujourd'hui, on a parlé du pacte. Ma formation politique, elle est dans l'opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Peu importe, opposition, majorité. Moi, je suis d'accord avec la plupart des mesures prônées par le pacte. Et je pense même que le pacte ne va pas assez loin. Quand on lit le 3e avis, il y a énormément de bonnes choses. Il y a une très bonne évaluation et il y a une très bonne évolution esquissée de toutes les structures. Mais notre système institutionnel, nos structures politiques, le pacte scolaire, le statut des enseignants, le mode de scrutin à la proportionnelle, eh bien tout ça fait en sorte que nous, les politiques, on est sans cesse forcés à des compromis. Alors ça a beaucoup d'aspects positifs, parce qu'on n'est pas dans une dictature, chacun a sa place et tout le monde peut dire son mot. On a une presse libre et on a une parole libre. Mais la politique reste une politique des petits pas et de compromis. Donc moi, si j'ai envie de former un vœu pour nous tous, pour 2019 et pour le scrutin qui s'approche, indépendamment de ma position personnelle, c'est qu'il y ait suffisamment de personnes, tous partis confondus, je le répète, tous partis confondus, qui soient suffisamment créatives, qui soient suffisamment ambitieuses et qui aient suffisamment de courage et qui ne pensent pas trop à leur réélection au scrutin suivant pour pouvoir donner un bon coup de pied dans cette fourmilière scolaire, réinventer l'école et prôner une école plus solidaire et plus inclusive. Joëlle Maison. Alors vous voyez, ceux qui sont dans la salle, c'est... Voilà, mes collègues ici, ils sont motivés, acharnés, ils ont des choses à dire. C'est tant mieux. C'est tant mieux parce que, comme tout le monde le dit, on a bientôt des élections, c'est-à-dire un point de rendez-vous où on peut justement, et je vais le dire avec un petit smile, faire des promesses et ensuite les réaliser. Mais donc, s'il vous plaît, on va encore prendre des collègues qui ont demandé la parole assez brièvement parce que je vois que même Monsieur Majerotte, vous vouliez déjà répondre à quelque chose ou pas? Il y a des excellents sandwichs par ailleurs qui nous attendent, excellents, donc ne partez pas. Parce que oui. Parce qu'ils vont parler juste quelques minutes et je crois que je vous passerai la parole déjà le premier pour répondre à des interpellations. J'insiste un peu. Claire Guératz et puis David Weitzman. Claire. Merci Madame la Présidente et merci effectivement à tous les organisateurs, aux intervenants aujourd'hui. Donc je voudrais quand même dire une phrase de Stéphanie qui est maman d'un enfant différent et qui a dû partir parce qu'elle travaille cet après-midi. Elle m'écrit. Excusez-moi. Les parents n'ont pas envie d'être en colère toute leur vie, ni de lutter. Ils veulent simplement être des parents. Donc, je pense que ça reflète absolument ce qu'on a vécu ce matin. Et moi, en tout cas, ce qui m'a frappé, comme toujours, c'est que ce sont en premier lieu les parents qui sont à la base des projets, des institutions pour la prise en charge actuelle, mais aussi future de leurs enfants. Et qu'il est temps maintenant que les pouvoirs publics prennent en charge la mise sur pied de telles institutions. Donc, on peut considérer aujourd'hui les projets qui ont été expliqués comme des projets pilotes, qui sont évalués, qui sont de qualité. Mais maintenant, il faut vraiment, partir de l'évaluation des besoins. C'est-à-dire quels sont les besoins en termes de prise en charge, en termes de diagnostic, en termes d'école, en termes de personnel, en termes de formation. Et oui, c'est vrai, on est à la veille des élections et c'est vraiment un momentum. Donc, quels sont les besoins? À partir des besoins, eh bien, on fait un plan pour répondre aux besoins et on ne part pas des budgets, on part des besoins des personnes, des familles, pour pas à pas faire cette prise en charge que tout le monde a appelée de ses voeux ici. Et donc, je voudrais simplement revenir sur le projet Starter, qui est
un excellent projet, je pense. Mais donc, il a pris en charge 22 personnes sur la base des demandes des parents. J'ai fait très vite une petite recherche sur le nombre de naissances à Bruxelles, 18 000 en 2016. Pour 1 à 1 sur 150, ça veut dire qu'il y a entre 120 et 120 enfants qu'il aurait fallu prendre en charge par an par ce service. Donc ça donne une petite idée des besoins au départ, etc., etc. Et donc, vraiment, je veux faire ce plaidoyer pour que dans les programmes, les partis disent on veut partir des besoins pour exiger des budgets et répondre aux nécessités. Et donc, je vais reprendre le proverbe. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui veut ne rien faire trouve une excuse. Et donc, c'est vraiment un appel pour qu'on trouve les moyens. Je vous remercie. Merci Claire Guératz, groupe PTB. David Weitzman, du groupe MR. Non, Madame Yvement, la Présidente, était à l'initiative d'un débat qu'on a eu la semaine dernière sur l'empathie. C'était étonnant, en fait. C'était un débat, on est un peu sorti des codes de nos débats habituels. qui a des répercussions. C'est après la parole à... voilà, Kenza est partie. À Monsieur Majrot. Oui. Oui, je pense que le plus important, c'est cet échange directement, donc je vais excessivement bref. Donc effectivement, j'ai retenu d'abord un grand merci, c'était très intéressant, sincèrement. C'était aussi intéressant de connaître plus en détail vos priorités. On s'est rencontrés pour la première fois il y a quelques mois de cela, mais donc voilà, on a bien pris acte de toutes ces priorités. Moi, je propose, Madame la Présidente, qu'on aille peut-être plus loin. Je crois que le message, c'est agir. Alors, effectivement, ces priorités doivent se retrouver dans les programmes électoraux de chacun de nos partis. Ça y revient de la responsabilité de chaque parti. On avait évoqué la dernière fois de faire une résolution tous ensemble, et finalement, quel que soit si cette résolution est votée à l'unanimité, quels que soient les partis politiques qui se retrouveront dans la prochaine majorité, ils devront ne fût-ce que fixer des priorités budgétaires, parce que je crois que c'est le cœur évidemment le point principal, et puis évidemment des priorités, des mesures politiques à prendre. Donc voilà, je pense que agir c'est important. On y reste 3 mois. On peut travailler sur cette résolution tous ensemble, et puis après, on verra qui sera dans le prochain gouvernement, et quel que soit le parti devra mettre ça en œuvre. Merci beaucoup. Merci, David Weitzman. Voilà, on est tous très concrets, effectivement. Pardon, Kenza est parti. Monsieur Majrot. Oui. Mais je pense que je vais réagir surtout à propos de la scolarité. Je trouve que le pacte pour un enseignement d'excellence est l'occasion rêvée, il n'y en aura pas d'autre, est l'occasion rêvée puisqu'elle suppose l'engagement de toutes les parties. Sauf, peut-être une remarque, les parents d'un enfant avec handicap n'ont pas été très exigeants ni très présents. Je ne trouve pas leur présence très forte dans les conclusions du pacte pour un enseignement d'excellence. Mais ça veut dire que c'est quand on considère les élèves qui ont un handicap qu'on se pose des questions pour les autres élèves. C'est par le handicap que viennent fondamentalement les changements pour les autres élèves. Et les établissements qui s'engagent dans la voie de l'intégration, qui devrait aller vers l'inclusion, c'est-à-dire se trouver dans une classe ordinaire avec un programme adapté, avec des stratégies adaptées, etc. Effectivement, ce sont des services qu'il faudrait encourager, pas nécessairement financièrement. Madame là-bas a parlé du budget. Je pense que la question à se poser, le budget de l'enseignement spécialisé est important, le budget de l'enseignement ordinaire est moins important. Je parle du fondamental, hein, on verra après pour l'autre parce que ça se complique peut-être un petit peu. Mais regardons déjà cela. Un détail, si on a des écoles inclusives dans les différentes communes bruxelloises, on n'aura plus besoin de beaucoup de transports scolaires. Non, oui. En Wallonie,
On consacre beaucoup d'argent au transport scolaire. Pourquoi consacrer autant d'argent au transport scolaire? Ce serait, je pense, un moyen de dégager un peu un budget pour le mettre dans un système différent. Alors, il y a une autre question. J'ai lu il y a quelques jours que le programme de formation n'était toujours pas opérationnel, etc. Tout le monde se plaint de la formation des professionnels. Pourquoi le monde de l'enseignement et le monde des éducateurs? Parce que j'ai lu hier ou avant-hier que le pacte pour un enseignement d'excellence ne parlait pas beaucoup des éducateurs. Or, ils ont aussi un rôle à jouer dans le domaine de l'enseignement. Donc, il faut manifestement d'urgence démarrer le programme de formation des professionnels enseignants éducateurs. Enfin, ce sont quelques conclusions, on pourra encore... Mais ce n'est pas vraiment un problème de budget. Hein? Ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème d'utilisation du budget. Par exemple, faut-il... on est à l'heure où il manque des écoles physiques. Si les enfants sont accueillis dans une multitude d'écoles ordinaires, se posera la question de quid d'une école spécialisée. On pourrait peut-être trouver des bâtiments facilement. Enfin, je m'avance un peu vite, mais peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres modes de fonctionnement et à d'autres modes de subventionnement. Enfin, je vais en rester là. Merci. Est-ce que, parmi les intervenants, est-ce qu'il y en a d'autres qui... Vous avez tous été... voilà, il y a eu une multitude de questions. Madame Suza, ça va rester. Hein. Oui, pas de souci. Excusez-moi, mais il y a eu plusieurs questions et je devrais être dans une école à 13h. Je n'y serai pas, mais bon. Je voulais rebondir par rapport à l'aspect école. Et M. Majerot vient de dire que c'est par l'intermédiaire des enfants qui ont des besoins spécifiques qu'on touche les besoins des autres. Au niveau de la Fondation Suza, on a entendu parler aussi d'inclusion, de dignité. Au niveau de la Fondation, on a interpellé le ministère de l'Enseignement et on va interpeller le délégué aux droits de l'enfant et probablement dans la foulée UNIA, parce que le sujet que je vais amener ici ne concerne pas que l'école, mais chaque semaine, les intervenants de mon équipe reviennent en m'amenant des faits de non-bientraitance, à l'école ordinaire comme à l'école spécialisée. Et quand on parle d'inclusion et de dignité, je pense qu'il faudrait qu'on se penche vraiment sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui amène cette non-bientraitance dans les écoles, notamment? On a parlé de burn-out des enseignants, etc. Est-ce que c'est le taux d'encadrement? Est-ce que... On ne sait pas, on voudrait en tout cas aller plus loin parce que ça nous met à mal dans notre travail et que parfois on se questionne sur le fait de est-ce qu'on va continuer à aller dans cette école? Et donc je pense que le sujet de la bienveillance vis-à-vis des enfants d'abord et des jeunes et des adultes par la suite, c'est vraiment c'est un sujet très très interpellant. On voit des choses dans les écoles, même ordinaires, qui sont dramatiques. Et je pense qu'il faut soulever ces questions-là. Et moi ici, je ne parle pas du tout de pédagogie. Je parle vraiment de l'aspect dignité et je pense qu'on n'ira pas plus loin dans l'inclusion si on ne traite pas de ces aspects-là. Je pense que c'est vraiment important. Alors, il y a eu des questions par rapport au repérage. Je ne sais pas si on répond aux questions ou si... parce que... Ok, courtement. Alors, par rapport au repérage, bien sûr qu'on peut identifier des signes d'alerte déjà à partir de quelques mois, quand on est expérimenté. Il n'y a pas d'outil de dépistage avant l'âge de 18 mois, c'est probablement la limite. Et on doit être très attentif donc nous, on répond aux demandes des familles, même si leur enfant a moins de 18 mois en termes d'inquiétude parentale. On doit quand même rester très vigilant à la trajectoire développementale des enfants. On a parfois des inquiétudes qui ne se confirment pas du tout et les diagnostics ne se confirment pas avant 3 ans, parfois 3 ans et demi en fonction de la finesse des particularités de l'enfant. Donc voilà, effectivement, 18 mois, c'est plutôt l'âge qui est lié aux outils de dépistage qui peuvent être utilisés, mais on peut faire du repérage plus tôt. Caroline, tu as questionné par rapport au centre de référence, au délai d'attente. Quand je vous ai donné le délai entre 6 mois et 1 an, j'ai questionné mes collègues des différents services hier. Donc voilà, on est entre 6 mois et 1 an dans la plupart des centres. Je pense que
le fait que 2 CRA sont conventionnés en Fédération Wallonie-Bruxelles, un à la COCOM, un à la VIC, ne va pas faciliter un travail de centralisation des données. Et donc, il faut peut-être se pencher sur cette problématique-là. Alors, les équipes dans les centres de référence, Cynthia, tu as dit qu'il faudrait les doubler. Les équipes ne sont pas toujours complètes. Donc, il y a des possibilités, sauf qu'on est limité. Si on n'a pas un taux suffisant de présence d'un médecin ou d'un pédopsychiatre, on ne peut pas aller plus loin dans le nombre de diagnostics à établir. Et donc, on est coincé. Donc, il y a parfois des équipes qui ne sont pas complètes. On pourrait encore augmenter les capacités avec le budget qui existe, mais on est coincé par le manque de médecins. Ça, c'est vraiment une grosse difficulté. Je crois que j'ai répondu aux différentes questions qui s'étaient... Oui, de toute façon, c'est le début ou une continuation de dialogue. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres intervenants qui voulaient répondre à une question précise qui leur avait été adressée? Non? Oui, tout à fait. C'est vraiment juste une réaction par rapport à ce qu'a dit Madame Guérat derrière moi. C'est très rapide. Elle a parlé de l'évaluation des besoins, de partir de l'évaluation des besoins. Il me semble quand même, après tout ce qu'on a entendu ce matin, que l'évaluation des besoins, elle est là, que ce soit pour les enfants et le système éducatif, comme pour les adultes et les formules de logement. Donc moi, je vais réitérer ce qu'on a pu dire tout à l'heure et ce qui a été repris par les différents intervenants. Maintenant, je pense qu'il faut pouvoir adapter les budgets aux différentes formes de besoins qui existent. Il faut tout simplement le faire. Voilà, j'ai envie de terminer avec ça. Merci. Merci. Cynthia? Oui, donc peut-être une petite précision. Il faut quand même, au niveau de l'inclusion scolaire, nous avons vu énormément de choses au Québec. J'ai tout noté et on fera des articles assez importants là-dessus. Il y a déjà un article sur notre blog. L'inclusion scolaire des enfants autistes concerne 45% des enfants autistes au Québec. Donc 45%, c'est quand même beaucoup. C'est quand même avec un programme ordinaire, hein, entendons-nous bien. Donc ça veut dire que les interventions précoces que l'on fait au Québec, même si ce n'est pas pour tous les enfants, parce que ce n'est qu'un enfant sur 5 qui en profite dans le service public, après il y a le service privé, eh bien, ça a quand même un impact sur la scolarisation et aussi sur le développement des apprentissages des enfants. Donc, n'oublions pas 45% des enfants, contre 74% en général des enfants handicapés. Donc, 74% des enfants handicapés sont inclus à l'école ordinaire avec un programme ordinaire, 45% les enfants autistes. C'est énorme quand même. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, justement, ça montre qu'on peut faire quelque chose. Nous avons vu des écoles fabuleuses avec un encadrement incroyable, là aussi, des petites classes, même en spécialisé, des petites classes de 6 ou 7 enfants avec 2 intervenants spécialisés formés à la BA, au Teach, etc., en permanence, plus une équipe encore volante qui va dans les classes à la demande. Parfois, on trouve 3 personnes pour 5 ou 6 enfants. On l'a vu de nos propres yeux. Okay, avec des PIA qui sont affichés à chaque espace de l'enfant. Donc, je vais dire, tout est clair, supervision à l'intérieur de l'école, formation continue, c'est possible de le faire. C'est peut-être une question du budget, peut-être que nous devrions peut-être mieux utiliser les budgets qui sont déjà alloués, je l'ai déjà dit, pour d'autres centres. Donc ça, c'est possible. Ce qui m'amène à dire, en conclusion, puisqu'on me demande de conclure, que nos enfants ont les mêmes droits que les autres enfants, que tous les enfants, ce ne sont pas des sous-citoyens à n'importe quel âge. Ils peuvent progresser comme tous les autres enfants et ils peuvent progresser. J'en témoigne avec mon fils pour lequel personne ne donnait un sou. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a sa place dans la société, qui parle, qui sait lire, écrire, etc., qui donc, même avec un autisme sévère, on peut progresser. Je ne suis pas la seule à témoigner, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, je suis un peu seule, c'est vrai, mais il y en a d'autres. Alors, ayons des ambitions, s'il vous plaît, pour nos enfants, tout comme nous en avons pour nos autres enfants. Pas nécessairement de grandes réussites, de grandes carrières, mais juste des ambitions par rapport à ce qu'ils peuvent apprendre, par rapport à développer leur potentiel. Donc, s'il vous plaît, aidons-les à développer et à exploiter leur potentiel parce qu'ils en ont comme tout le monde. Et ce ne sont pas des citoyens à part entière, mais des citoyens entièrement
Non, pardon. Là, je fais vraiment l'erreur de ma vie. Pardon. Ça devait arriver. Je suis fatiguée. Ce ne sont pas des citoyens entièrement à part, mais des citoyens à part entière. Donc, merci à vous tous. Merci, Cynthia. Alors, juste, je dirais ceci, la première fois, parce que on l'a rappelé, la première fois que Cynthia a fait la mouche du coche et était là à faire son sitting, je me souviens, on s'est vu avec les députés là dans la salle, et elle m'a dit cette chose bouleversante qui a été rappelée par certains, qui a été rappelée par le témoignage aujourd'hui, de dire mais c'est dans l'ordre des choses de partir avant ses enfants. Et moi, ça m'angoisse de partir avant mon enfant. Et c'est vrai que cette phrase-là, c'est bouleversant. Et du coup, le fait d'aujourd'hui parler d'une trajectoire, y compris de l'autonomisation, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est un. Et à cette même réunion, un des parents, tout d'un coup, en colère, effectivement, parce qu'il y a cette colère de fatigue aussi d'expliquer la même chose, dit « Mais vous ne savez pas ce que c'est que le petit déjeuner tous les jours ». Et ce qui a été rappelé dans le témoignage, les 8 minutes en fait aussi, les fameuses 8 minutes, on est tous, ou on est beaucoup d'entre nous, parents d'enfants, qui commencent leur journée avec un petit déjeuner de X minutes, qui est souvent un peu sous stress, et le cartable et le truc, etc. Et ce parent disait, mais vous ne savez pas ce que c'est que mon petit déjeuner tous les jours, tous les jours. Et c'est vraiment magnifique d'avoir apporté ici votre quotidien et de nous permettre de le traduire ensuite en action politique, en action concrète. C'est ça qui est vraiment très très fort. Donc j'ai commencé par des merci. Vraiment, je voudrais terminer par ces merci. Je crois que c'est bien de ne pas nous avoir lâchés. Voilà. De pas nous avoir lâchés. Vous avez porté fort ceci. Et donc voilà, je pense que c'était vraiment bien de terminer avant les élections avec ce rappel, parce qu'il faudra que ce soit transversal, aussi vis-à-vis du fédéral, aussi vis-à-vis logopédie, NAMI, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de caractère transversal, et c'est maintenant le bon moment. Donc merci aux collègues d'avoir été là, d'avoir encore 3 mois pour interpeller, j'ai bien entendu, et à la fédération aussi. Et puis, place à la continuation de la discussion. C'est là, à la cafétéria. Pour ceux qui sont en chaise, il faut faire le tour comme ça, hein, parce que là, il y a un grand escalier. Donc, on fait le tour là. Et c'est à la cafétéria, on continue la discussion comme on l'a fait pendant ces années passées. Merci.